Dans cette capsule vidéo, nous allons étudier l'algorithme de recherche par dichotomie. Nous tenterons donc de voir pourquoi celui-ci est absolument essentiel en informatique, surtout lorsque nous avons à traiter des données en liste, plus particulièrement en liste triée contenant un très grand nombre de valeurs. Allez, en route pour la découverte. Tout d'abord, quel est le problème à résoudre? Lorsque nous avons étudié les types construits en début d'année, nous nous sommes vite confrontés à la possibilité de chercher une valeur dans une liste. Par exemple, il existe en Python la simple instruction avec la syntaxe in, utilisée précédemment. Mais comme toujours en informatique, plus le résultat obtenu est rapide, plus l'algorithme gagne en efficacité, plus l'utilisateur est satisfait. Une première façon de rechercher une valeur dans un tableau est d'effectuer une recherche naïve à l'aide d'un parcours du tableau. On s'arrête lorsque l'on a trouvé la valeur cherchée. On parle alors de recherche séquentielle. Prenons par exemple le tableau suivant. Cherchons la valeur 14 dans ce tableau. Première étape, on récupère l'élément numéro 1 du tableau et on le compare avec 14. La valeur n'est pas égale à 14, on le passe donc au deuxième élément du tableau, on récupère la valeur et on la compare avec 14. Cet élément n'est toujours pas égal à 14, on poursuit ainsi notre parcours de tableau. 10 n'est pas égal à 14, nous passons donc à l'étape suivante. Arrivé au quatrième élément, on récupère la valeur, on la compare avec 14, cette fois-ci il y a égalité, il y a donc succès de la recherche, on arrête l'algorithme. Deuxième exemple, on va rechercher un entier non présent dans le tableau. L'algorithme va devoir parcourir l'ensemble du tableau, récupérer l'ensemble des valeurs et les comparer avec la valeur recherchée. Le temps de traitement est extrêmement long dans ce cas. Deuxième méthode, la méthode dite par dichotomie. Quelle est l'idée? L'idée est de réduire de moitié l'espace de recherche à chaque étape. On va ensuite regarder la valeur du milieu présent dans notre tableau et regarder si la valeur cherchée est inférieure ou supérieure à ce milieu. On tient ici compte du caractère trié du tableau pour améliorer l'efficacité. Si la valeur est inférieure, alors on va se contenter de regarder dans la moitié du tableau, la première moitié. Si la valeur est supérieure, on regardera dans la seconde moitié. Avant de rentrer dans les détails, commençons par un exemple pour comprendre. Nous allons d'abord rechercher 10 dans ce tableau trié. Notre tableau possède un début, une fin et donc un milieu. Nous examinons la valeur du milieu de ce tableau. La valeur 21 est supérieure à 10. Si 10 est présent dans le tableau, il est donc présent dans la partie de gauche de celui-ci. Nous allons donc supprimer toute la partie de droite et ne conserver que la partie de gauche pour rechercher notre valeur inconnue. Nous nous retrouvons avec un tableau réduit, un début, une fin, un milieu. Nous allons donc pouvoir réitérer le protocole et prendre la valeur du milieu. Ici, la valeur 4 est inférieure à 10. Nous allons donc supprimer toute la partie de gauche dans laquelle nous sommes sûrs de ne pas trouver 10 pour ne conserver que la partie de droite. Nous avons donc réduit notre tableau à deux valeurs. Cette fois-ci, nous trouvons 10 dans notre tableau. Il n'a fallu que 3 étapes pour trouver une valeur dans une liste de 9 éléments. Deuxième cas, nous recherchons une valeur qui n'est pas présente dans le tableau. Par exemple, nous allons rechercher 45 dans la liste. Même méthode que précédemment, notre tableau sera fractionné, on cherchera son milieu 21 est inférieur à 45, nous supprimons donc toute la partie de gauche du tableau dans laquelle nous ne risquons pas de trouver 45 puisque notre liste est triée. Nous repartons donc de notre nouveau tableau qui correspond à la partie de droite du tableau précédent. Nous réitérons le principe, le début, la fin, le milieu 76 est supérieur à 45, nous examinerons donc que la partie gauche de cette nouvelle liste. Notre tableau ne contient plus qu'une valeur qui correspond au début, à la fin et donc au milieu, 30. 30 est différent de 45, donc 45 n'est pas présent dans notre liste.
En 3 étapes, nous avons pu prouver que 45 n'était pas présent dans notre tableau de 9 éléments. Nous avons donc compris la philosophie de fonctionnement de cet algorithme. Nous allons passer aux détails. L'algorithme fonctionne en 4 étapes. Première étape, nous déterminons l'élément M présent au milieu du tableau. Deuxième étape, si la valeur recherchée est cette valeur M, on s'arrête, il y a succès de l'algorithme. Sinon, 2 cas se présentent. Soit M est supérieur à notre valeur recherchée, comme le tableau est trié, il nous suffit de rechercher notre élément dans la première moitié du tableau. Deuxième cas, si M est donc inférieur à V, alors il suffit de rechercher dans la moitié de droite du tableau. Une fois effectuées ces recherches, nous nous retrouvons avec un tableau réduit de moitié. On répète toutes les étapes précédentes jusqu'à avoir trouvé la valeur recherchée, ou bien le tableau devient vide, ce qui signifie que la valeur recherchée n'est pas présente dans celui-ci. Nous identifions clairement dans notre algorithme une structure conditionnelle. Si la valeur recherchée est donc transformée en un if, sinon nous avons un elif. Enfin, le dernier sinon est remplacé par un else. La quatrième étape met en évidence une structure de boucle. On répète les étapes jusqu'à. On a donc un while avec 2 conditions. L'élément n'est pas trouvé et le tableau est non vide. On réitère les étapes 1, 2, 3 jusqu'à ce que cette condition soit fausse. Notre algorithme étant écrit, nous allons pouvoir étudier son impact en coût de temps machine, c'est-à-dire étudier sa complexité. Dans le cas de la recherche séquentielle, nous devons parcourir tout le tableau dans le pire des cas, qui correspond à l'absence de la valeur dans ce tableau. Nous avons donc une complexité linéaire. Dans le cas de la recherche dichotomique, nous devons évaluer le nombre de tours de boucle maximum à réaliser pour déterminer la complexité de cet algorithme. Sur ce tableau est précisée en fait la comparaison entre la recherche séquentielle et la recherche dichotomique. Nous voyons immédiatement que la recherche séquentielle nécessite un nombre de passages correspondant au nombre total de cases du tableau dans le pire des cas, alors que dans la recherche dichotomique, puisque nous fractionnons systématiquement notre tableau en 2, nous avons pour une taille de liste de 2 boucles maximum, pour une taille de 8, 4 boucles maximum, pour une taille de 32, 6 boucles maximum, et ainsi de suite. Nous avons donc ce que l'on appelle en mathématiques un logarithme de base 2. Nous pouvons donc en conclure que la complexité de notre algorithme est d'ordre logarithme en base 2 de n, n étant la taille de notre liste. Graphiquement maintenant, la comparaison des temps de traitement est assez évidente. Lorsque nous avons une recherche dichotomique, vous avez la courbe en orange. En recherche linéaire, évidemment, on a une fonction affine en bleu. L'écart se creuse plus la liste a une taille importante. Cet écart est encore plus parlant lorsque l'on passe à un cas de 1000 recherches dans une liste de 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million d'éléments. Nous avons toujours en bleu la courbe de temps correspondant à la recherche linéaire et en orange la recherche dichotomique. Nous constatons qu'il faut 20 minutes pour rechercher 1000 éléments dans une liste de 10 millions de valeurs, alors qu'il ne nécessite que 16 millisecondes lorsque nous sommes dans une recherche par dichotomie. L'écart est absolument gigantesque. Bien sûr, ces temps sont des temps moyens, dépendant essentiellement de la machine et de la charge de celle-ci. Passons maintenant à la mise en œuvre de l'algorithme en Python. Voici une mise en œuvre possible de l'algorithme de recherche par dichotomie. Les paramètres passés dans la fonction en fait, sont le tableau global contenant toutes les valeurs triées et la valeur recherchée. Nous allons utiliser 2 variables, la variable gauche qui contient l'indice de gauche du tableau examiné et la variable droite qui contient l'indice maximal du tableau. Les 2 variables sont initialisées en lignes 2 et 3.
À la ligne 4, la boucle débute. Tant que gauche est inférieur ou égal à droite, c'est-à-dire tant que le tableau a au moins une valeur présente dans le tableau, on commence par déterminer le milieu. Ce milieu nous permet ensuite à la ligne 6 de vérifier que la valeur présente dans le tableau au milieu est égale ou pas à notre valeur recherchée. Si c'est le cas, à ce moment-là, on est en ligne 8. On retourne en fait l'indice correspondant à la valeur trouvée. Sinon, eh bien, il va falloir chercher soit dans la partie de gauche, soit dans la partie de droite. On cherche donc à la ligne 9 si la valeur du milieu est supérieure à la valeur recherchée. Si c'est le cas, à ce moment-là, la valeur est dans la partie de gauche du tableau. On redéfinit la limite supérieure de notre tableau, c'est-à-dire la variable droite. Sinon, eh bien, on est dans l'autre cas, la valeur recherchée est dans la partie de droite du tableau. On redéfinit donc notre indice de gauche du tableau pour réduire de moitié notre tableau. La boucle se termine comme ceci après réduction successive du tableau. Si on sort de la boucle sans être passé par la ligne 8, c'est-à-dire sans avoir retourné de variable correspondant à l'indice de la valeur trouvée, alors notre fonction va renvoyer l'indice -1, signifiant à l'utilisateur que la variable recherchée n'est pas présente dans le tableau. Dernier point à examiner pour notre algorithme, sa terminaison et son invariant, afin de vérifier que celui-ci se termine correctement et que la boucle n'est pas infinie. La question centrale pour tout algorithme qui contient une boucle est de savoir si celui se termine. On parle alors de déterminer la terminaison du programme. La fonction de recherche dichotomique contient une boucle non bornée, une boucle while, et pour être sûr de toujours obtenir un résultat, il faut donc s'assurer que cette boucle ne reste pas indéfiniment bloquée. Pour prouver cela, nous allons utiliser une notion que l'on appelle un variant de boucle ou invariant de boucle. C'est une propriété logique, donc de type booléen, qui permet d'étudier l'algorithme et de prouver que celui-ci est correct. Le variant de boucle est une quantité entière, il doit être positif ou nul pour rester dans la boucle et décroître à chaque itération de boucle. Si on arrive à trouver une telle quantité, il est évident que l'on pourra nécessairement sortir de la boucle au bout d'un nombre fini d'itérations, puisqu'un entier positif ne peut pas décroître indéfiniment. Nous aurons alors ce que l'on appelle la preuve de terminaison. Pour notre algorithme, un variant est assez facile à trouver, il s'agit de la largeur de la quantité droite moins gauche. La condition de boucle étant gauche inférieure ou égale à droite, cela correspond exactement à ce que l'on cherche, que ça soit positif pour rester dans la boucle, ou nul bien évidemment. Pour résumer, pour montrer que notre algorithme se termine correctement, il suffit de montrer que notre variant décroît. Quand il sera positif, nous serons dans la boucle, et dès qu'il deviendra négatif, nous pourrons sortir de la boucle. Prouvons maintenant que notre variant décroît. Pour cela, nous allons regarder toutes les étapes de notre algorithme. La première étape de la boucle, c'est que l'on calcule le milieu de notre tableau. Puis, nous cherchons si la valeur du milieu correspond à la valeur recherchée. Si c'est le cas, il y a bien terminaison puisqu'il y a un return et donc nous sortons fatalement de la boucle puisque nous sortons de la fonction. Deuxième structure conditionnelle, nous vérifions si la valeur du milieu est supérieure à la valeur recherchée. Dans ce cas, droite est réduit d'une unité. Le variant va décroître puisque le variant est droite moins gauche. Troisième et dernier cas, si on n'est pas dans les deux premiers, à ce moment-là, c'est gauche qui va être incrémenté d'une unité. Le variant décroît donc toujours, puisque je vous rappelle, le variant, en fait, c'est droite moins gauche. On va donc réduire encore d'une unité notre variant. Et nous avons donc prouvé avec ce tableau que notre variant ne peut que décroître, ou alors on est déjà sorti de la boucle dans le cas où on a trouvé la valeur. Pour résumer, ayant réussi à exhiber un variant pour notre boucle, nous avons donc prouvé qu'elle se termine bien, nous avons une preuve de terminaison. Notre capsule vidéo consacrée à la recherche par dichotomie est maintenant terminée. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter le site de Wikipédia consacré à cette même recherche.
Et nous allons maintenant attaquer quelques activités Python permettant de mettre en application tout ce que nous venons de voir. Bon courage!